Ce cours est destiné aux élèves de 4e année maths et 4e année sciences expérimentales. Bonjour, je me présente, Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Cette séance donc a été préparée avec la collaboration de mon collègue, M. Khaled Bendoula, professeur au lycée pilote de Tunis, sous la direction de M. Fawzi Hammami, inspecteur général des sciences physiques. Vous vous rappelez, nous avons donc l'autre fois parlé de la radioactivité. Et nous avons dit que la radioactivité est une désintégration, est une réaction donc, qui est spontanée et qui se fait de plus ou moins 4 manières différentes. Donc il y avait la radioactivité de type alpha, où il y avait émission d'un noyau d'hélium, la radioactivité de type bêta-, où il y avait émission d'une particule qui est l'électron, et la radioactivité artificielle bêta+, où il y avait émission d'un positron, le frère de l'électron, si on peut parler ainsi. Puis, il y avait un autre mode, si on peut parler ainsi, c'est le mode de désintégration gamma, qui suit les réactions alpha, bêta- et bêta+. C'est un mode où il y a émission d'un photon. Donc, aujourd'hui, on va essayer de poursuivre les objectifs que nous nous sommes donc tracés de faire l'autre fois, à savoir, donc il nous reste donc la loi de décroissance radioactive et l'activité d'une substance radioactive. Essayez de faire attention, s'il vous plaît, à ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, alors, nous allons commencer par la loi de décroissance radioactive. De quoi il va s'agir là? Donc, il va s'agir donc de la variation du nombre de noyaux qui vont réagir suite soit à un mode pardon, un mode alpha, bêta- ou bêta+. D'accord? Donc, si on réalise un de ces modes-là, si un de ces modes-là va se produire spontanément, donc la quantité de la substance radioactive donc, va forcément, puisqu'elle va réagir, donc la quantité, elle va diminuer. Donc, notre objectif essentiel est le suivant. Donc, on va essayer de chercher l'expression du nombre de noyaux qui va être présent dans un échantillon. Je m'explique. Alors, donc je prends alors ici une substance radioactive donc, qui subit l'un des modes déjà cités, alpha, bêta- ou bêta+. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet échantillon-là? Pris à un instant initial, il y a des noyaux qui sont accolés les uns contre les autres. Donc, bien sûr, donc, il va y avoir un nombre impressionnant de noyaux. Une substance, même si elle est petite, elle contient un nombre très, très grand de noyaux. Donc, on va démarrer à partir d'une date qui va être prise comme étant donc, égale à t égale à 0. Et dans cet échantillon-là, je vais dire alors ici qu'il va y avoir un nombre de noyaux pairs présent qui est égal à N0. Donc, N0, c'est le nombre de noyaux pairs présents dans l'échantillon à un instant initial. Donc, avec le temps, que vont faire les noyaux? Donc, ils vont un à un réagir. Bien entendu, là, on devrait parler donc de la durée de ces transformations-là. On verra ça au fur et à mesure. Donc, ce nombre de noyaux-là, donc, les noyaux vont commencer à réagir. Donc, ils vont disparaître petit à petit. Donc, à un instant donné, donc, il va rester un certain nombre de noyaux qui n'est autre que N, par exemple, à une date T. Donc, ça, c'est à une date T quelconque. Le nombre de noyaux restants, il va être noté par N. D'accord? Bien, donc notre problème est le suivant. On voudrait bien chercher l'expression de N. Donc, à un instant T quelconque. Pour cela, alors, ici, considérons un intervalle de temps dt, un intervalle de temps assez petit. On dit en maths un intervalle élémentaire. Donc, au cours de cet intervalle de temps-là, il va y avoir une certaine variation du nombre de noyaux. Donc, façon de parler, je dis qu'il y a ici, par exemple, 1 milliard de noyaux. Donc, ces noyaux-là, ils vont commencer à réagir. Après 1 heure, par exemple, il va me rester un peu moins qu'1 milliard de noyaux. Donc, pendant un certain intervalle assez petit, dt, donc la variation du nombre de noyaux, ça va être dn. La variation sur un intervalle de temps assez grand, c'est n moins n0. Mais si l'intervalle de temps est élémentaire, la variation, c'est dn. Cette variation-là, attention, c'est une diminution. C'est une
grandeur qui est négative. Donc, nous pouvons dire la chose suivante. La variation du nombre de noyaux pendant l'intervalle de temps dt, est-ce qu'elle est grande ou bien est-ce qu'elle est petite? Bien, elle dépend de beaucoup de facteurs. Donc, elle est proportionnelle au nombre de noyaux présents. Si le nombre de noyaux présents, la variation du nombre de noyaux va être soit assez petite, soit assez grande. Donc, dn est proportionnel au nombre de noyaux présents dans l'échantillon à cette date-là. Ça va être aussi proportionnel à l'intervalle de temps dt. Si l'intervalle de temps augmente, forcément la variation du nombre de noyaux, donc ça va augmenter. Donc il va y avoir une variation un peu plus grande. Donc alors la variation dépend de l'intervalle de temps dt. Donc dn est proportionnel à cette grandeur-là. Donc la constante de proportionnalité, on va la noter par lambda et on va l'appeler la constante radioactive. Bien entendu, là, il y a un petit problème de signe, étant donné que la variation du nombre de noyaux est négative. Donc soit qu'on met ici une valeur absolue, ou bien on affecte cette expression-là d'un signe moins, puisque la variation est une diminution. Et une diminution, donc finale moins initiale, ça doit être négatif, donc c'est une diminution qui est négative. Donc en fin de compte, dn est proportionnel à n et proportionnel à l'intervalle de temps dt. N, c'est le nombre de noyaux présents. Et ça, c'est la constante qui caractérise le type de noyau qui va réagir. L'uranium 235, 92 235 ne réagit pas de la même façon que le plomb. Quoique le plomb, il est plus ou moins, c'est un noyau qui est plus ou moins stable. Ne réagit pas l'uranium de la même façon que le bismuth, que le radon, que le radium. Ça, on l'a vu l'autre fois. Hein? D'accord? Donc, si on ramène le n de ce côté-là, donc je rappelle que nous sommes en train de chercher l'expression de n. Hein? L'expression de n. Si on ramène n de ce côté-là, on va avoir alors ici dn sur n de t. Donc, n de t, c'est la même chose. Ça fait alors ici moins lambda fois dt. Alors, pour chercher l'expression de n, qu'est-ce qu'on va faire là? On va intégrer à gauche et à droite. On va intégrer sur l'intervalle dt allant de 0 jusqu'à l'infini. Ça va être donc un intervalle donc, qui continu, donc on a le droit d'intégrer. Et la variation donc dn sur n, c'est une variation qui va se faire donc d'un nombre n0 positif vers un nombre n de t qui est positif. Donc nous avons le droit, c'est une fonction continue, nous avons le droit d'intégrer. Donc nous allons alors ici intégrer à gauche et à droite. On va avoir alors ici donc intégration de dn sur n, ça nous fait alors ici l'intégrale de moins lambda fois dt. Vous vous rappelez très bien que l'intégrale de dx sur x, de 1 sur x, c'est ln de x. Ln, logarithme népérien. Donc cette expression-là, ça va donner ln de n, de t bien entendu, et lorsqu'on intègre de ce côté-là, on va avoir ici l'intégrale de moins lambda dt. Le moins lambda est une constante, on peut la faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. L'intégrale de dt, qui est la primitive en fin de compte, c'est t plus une constante de primitive. Donc on est donc presque, on va donc arriver à l'expression de n, sauf qu'on va donc essayer de définir cette constante-là. Pour définir cette constante-là, on va se placer par exemple à l'instant t égale à 0. À t égale à 0, on va avoir log de, on va appliquer cette expression-là, log du nombre de noyaux à t égale à 0, c'est bien entendu log de n0. Le nombre de noyaux présents à l'instant initial, c'est n0, est égal à moins lambda fois t égale à 0, plus la constante. Donc en fin de compte, on vient de trouver l'expression de la constante c. Ce qui nous donne donc en fin de compte ln de n est égal à moins lambda t plus ln de n0. On va ramener donc ln de n0 de ce côté-là à gauche. Ça nous fait alors ici ln de n moins ln de n0. Et ln de n sur ln de n0, ça fait tout simplement ln de n sur n0. Et c'est égal alors ici à moins lambda fois le temps. Donc, alors, pour chercher l'expression de n, il suffit alors ici de se débarrasser de ln. Pour se débarrasser de ln, vous savez très bien que ln est une fonction réciproque de exponentielle. Donc, il suffit d'appliquer exponentielle à gauche et à droite. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un logarithme népérien. En appliquant exponentielle à gauche et à droite, on va avoir alors ici exponentielle de ln de n sur n0 est égal à exponentielle
de moins lambda t. Alors, vous savez très bien que exponentielle et ln sont deux fonctions réciproques. Donc, exponentielle de ln de x, c'est bien entendu x. Ça va nous permettre d'écrire alors ici, en fin de compte, donc, en se débarrassant d'exponentielle de ln. Donc, on va dire alors ici que n sur n0 est égal à exponentielle de moins lambda t. Donc là, c'est sur n0. On ramène le n0 de ce côté-là. Donc, et voici comment on arrive donc à trouver l'expression de n qui concerne donc la loi de décroissance radioactive, qui concerne le nombre de noyaux restants à une date t. Je vous laisse le temps d'observer donc la démonstration. N'est-ce pas? Le phénomène de la désintégration d'un noyau radioactif est imprévisible et aléatoire. Donc, on peut cependant prévoir avec précision l'évolution statistique d'un grand nombre de noyaux identiques. Donc, c'est ce que nous avons donc fait jusqu'à maintenant. Alors, considérons un échantillon contenant n noyaux radioactifs d'un nucléide donné à la date t. Donc, le nombre de noyaux, on l'a noté par t. Le phénomène de désintégration va provoquer la décroissance du nombre de noyaux, et ça, on en a parlé. Donc, pendant un temps très court, donc un intervalle de temps élémentaire, le nombre de noyaux varie de dn. Le nombre de noyaux ayant subi une désintégration pendant cet intervalle de temps est moins dn puisqu'il s'agit d'une diminution du nombre de noyaux. Donc ça, c'est une remarque concernant le signe moins. Et là, le rapport moins dn sur n que nous avons donc défini tout à l'heure donc possède une autre signification plus ou moins mathématique. C'est la probabilité de désintégration pendant l'intervalle de temps dt. Alors, nous avons moins de n sur n est égal à lambda t. Donc, lambda est une constante radioactive qui concerne le type de noyau, bien entendu, qui concerne le mode, étant donné que certains noyaux peuvent se désintégrer de deux façons différentes. Soit ils émettent, soit dans certaines conditions, un rayonnement alpha, ou bien ils peuvent donc émettre un rayonnement bêta-. C'est pour cela que nous avons dit que c'est imprévisible et aléatoire. Donc, la constante lambda est un coefficient de proportionnalité appelé constante radioactive. Donc, on va donner son unité tout à l'heure. Je préfère donc ici voir l'unité de la constante radioactive tout à l'heure. Donc, on passe à la suite. Alors, c'est ce que nous avons fait, nous avons intégré. Puis, par la suite, nous sommes arrivés à l'expression du nombre de noyaux présents dans un échantillon. D'accord? Bien. Bien, énoncé. Le nombre n de t de noyaux radioactifs contenus dans un échantillon varie selon la loi n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t, où lambda est la constante radioactive du nucléide et n0 le nombre de noyaux initialement présents. Vous avez un certain nombre de noyaux initialement présents qui est donné exprimé par n0. Donc, plus on avance dans le temps, plus la quantité de noyaux diminue. À un instant donné, la quantité restante est la suivante. Bien entendu, on peut chercher, si vous voulez, la quantité de noyaux, de noyaux pairs. Donc, la quantité de noyaux pairs obtenue à la même date, à l'instant t, peut être donc définie de la façon suivante. Donc, si on s'intéresse au nombre de noyaux fils, le noyau fils qu'on note généralement par x', z', A'. Donc, si le nombre de noyaux pairs restants dans l'échantillon, c'est n0 exponentielle moins lambda t, le nombre de noyaux fils obtenus, c'est la quantité initiale de noyaux utilisés au début, c'est n0, moins ceux qui sont partis. Et ceux qui sont partis, ce sont les noyaux qui vont donner donc ici le nombre de noyaux fils. Alors la quantité de noyaux qui reste dans l'échantillon, c'est celle-là. Donc en fin de compte, le nombre de noyaux fils, c'est la quantité placée initialement, moins ceux qui restent, qui n'ont pas subi de désintégration, c'est moins n0 exponentielle de moins lambda t. Ça va nous permettre donc de chercher le nombre de noyaux fils obtenus à la date t. Ça fait n0 facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda t. Donc ça, c'est le nombre de noyaux fils obtenus à la date t précitée. Ou bien, c'est aussi le nombre de noyaux pairs qui ont réagi. Donc ça, ce sont les noyaux qui sont restés dans l'échantillon. Et ça, ce sont les noyaux qui ont réagi pour devenir donc fils. D'accord? Bien, donc on passe alors à la suite. Maintenant, on va parler de demi-vie d'un nucléide. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit alors ici qu'un noyau, lorsqu'il réagit, donc la transformation peut prendre un certain temps. Donc, il est
aberrant de travailler avec la durée de l'expérience. On va plutôt, donc s'intéresser à une autre grandeur, une grandeur temps, qui s'appelle la demi-vie d'un nucléide, ou bien la période radioactive. Alors, qu'est-ce que c'est que la période radioactive? C'est assez simple. Donc, je vais prendre donc un échantillon, comme tout à l'heure, contenant un certain nombre de noyaux pairs présents initialement. Donc, dans l'échantillon, il y a un nombre impressionnant de noyaux dans l'échantillon et ainsi de suite. Hein. Donc, là, c'est à la date t égale à 0. Donc, alors ici, qu'est-ce que c'est que la demi-vie? C'est un intervalle de temps au cours duquel la moitié de la quantité de noyaux va réagir. Donc, la moitié va réagir, elle va devenir Y, Z', A'. Rappelez-vous l'équation que nous avons donc donnée l'autre fois. Donc, ça, c'est le nombre de noyaux fixes qui sont obtenus à la place des noyaux pairs. Et ça, c'est le nombre de noyaux pairs qui n'ont pas réagi. Donc, là, c'est X, Z, A. Je vous rappelle que l'équation s'écrit de la façon suivante. Donc, X, Z, A, je prends le cas d'une désintégration de type alpha. Ça va donner alors ici Y. Ça va donner alors ici Y, là c'est Z-2, et là c'est A-4 si vous vous rappelez. Hein. Donc plus un noyau d'hélium. Donc je rappelle que l'expression de la loi de décroissance radioactive et la demi-vie s'intéresse aux différents modes de désintégration sans importance, hein, sans différence. Alors j'ai dit alors ici qu'au bout d'un certain temps, la moitié va disparaître et va devenir un noyau fixe, et l'autre moitié elle va rester sans réagir. L'intervalle de temps qui se produit entre l'instant initial et l'instant qui correspond à ce schéma-là, ça s'appelle la demi-vie. Comme son nom l'indique, la demi-vie, c'est une durée de temps où la moitié des noyaux disparaissent. Je vais expliquer de façon beaucoup plus simple. Donc, vous avez par exemple un échantillon qui contient 100 noyaux. Ces noyaux-là vont réagir un à un. On va voir donc la durée tout à l'heure. Donc, un noyau va partir, 2 noyaux vont partir, 3 noyaux vont partir. Il va y arriver donc un moment obligatoirement où le nombre de noyaux restants, c'est 50. Donc, j'ai dit que j'ai pris au départ 100. Il va rester 50 et 50 vont disparaître pour devenir le noyau fixe. Cette durée-là, on l'appelle la demi-vie, donc, ou bien la période radioactive. Donc, je passe alors à la définition. Alors, définition. Alors, qu'est-ce que c'est que la demi-vie? La demi-vie ou période radioactive d'un nucléide est l'intervalle de temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents ont subi une désintégration. La moitié va partir, bien entendu. L'autre moitié, elle va rester, je parle de l'instant t égale à 0. Hein. Alors, on voudrait bien alors ici chercher l'expression de la demi-vie. Donc, il doit y avoir une expression. On va se placer à l'instant t égale à T1,5. T1,5, c'est la demi-vie. Hein. C'est la notation de la demi-vie. On préfère ne pas la noter par grand T parce qu'on va revenir aux phénomènes donc, qui sont périodiques. Et là, le phénomène n'est pas parfaitement périodique, bien entendu. Vous imaginez bien sûr la suite. On va alors ici remplacer T1,5 par son expression dans l'expression de la loi de décroissance radioactive. Donc, d'abord, on va dire la chose suivante. Pour un intervalle de temps correspondant à une demi-vie, le nombre de noyaux restants, c'est N0 sur 2. On vient de définir donc la période. Il va rester la moitié des noyaux présents initialement. Si on remplace dans la loi de décroissance radioactive, on va avoir N0 exponentielle de moins lambda T1,5. Ça, c'est T1,5. Hein, T1,5. N0 exponentielle de moins lambda T1,5 est égal à la moitié des nombres de noyaux initialement présents. Vous avez N0 de ce côté-là, N0 de ce côté-là, on peut simplifier. Qu'est-ce qui reste alors ici? Il reste exponentielle de moins lambda T1,5 est égal à 1,5. Comme d'habitude, si on veut chercher l'expression de T1,5, il faut se débarrasser de exponentielle. Le seul moyen de se débarrasser d'exponentielle, c'est d'appliquer la fonction ln. Je rappelle que la fonction exponentielle est contenue sur l'intervalle donc utilisé, donc il n'y a pas de problème d'application de la fonction réciproque. Donc, en appliquant ln à gauche et à droite, sans problème, donc on va avoir la chose suivante. Donc, on va se débarrasser de l'exponentielle. On va avoir donc par la suite moins lambda T1,5 est égal à la ln de n'.
logarithme népérien. Ln de n demi, ça vous devez le savoir, c'est moins Ln de 2. Donc regardez bien, vous avez un signe moins de ce côté-là. Donc vous avez lambda ici, on va la ramener de l'autre côté. Qu'est-ce qui reste alors ici? Il reste que finalement on va avoir Tn demi, la période radioactive, est égale à Ln de 2, vous connaissez la valeur, c'est 0,693, quelque chose comme ça, divisé par la constante radioactive. Question d'unité. Bien entendu, avant de passer aux unités, on peut aussi chercher l'expression, si vous voulez, on peut chercher l'expression de lambda, si vous voulez. Donc, suite à cette expression-là, on peut chercher lambda, et ça nous permet d'avoir que lambda est égal à quoi? Est égal à ln de 2 sur t n demi. Donc, pour les unités de lambda, donc lambda, si t est exprimé en secondes dans le système international, on peut exprimer lambda donc en seconde moins 1. Rien ne nous empêche d'exprimer le temps en une autre unité. On peut exprimer le temps en jours. Donc lambda va être donné en jours moins 1. On peut même utiliser l'année ou bien le siècle et ainsi de suite. Donc ça ne change rien. Donc en fin de compte, donc l'unité de la grandeur lambda, qui n'est autre que la constante radioactive, donc c'est l'unité dans le système international, c'est la seconde moins 1. Donc, par l'inverse donc, de la demi-vie. Donc, voici alors ici l'expression de la durée t n demi. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, je préfère ici que je vous montre une certaine courbe qui est très utilisée dans cette partie-là. Donc, cette courbe-là va nous montrer donc, ici comment on peut tracer la variation du nombre de noyaux restant dans un échantillon. Je trace la courbe qui permet donc de faire varier le nombre de noyaux n de t restants en fonction du temps. Rappelez-vous, dans les objectifs, nous avons dit que l'un des objectifs essentiels, c'était de chercher la variation ou bien le nombre, la quantité de noyaux restants pour des intervalles de temps multiples de la demi-vie, multiples de Tn demi. Alors, je m'explique. Alors, si nous sommes donc à un instant t qui est égal à 0, nous avons dit au début que la quantité de noyaux présents à l'instant initial, on l'a noté par N0. C'est le nombre de noyaux pris dans l'échantillon au départ qui va se désintégrer. Après une demi-vie, après une période radioactive, donc voici la période radioactive Tn demi. Donc le nombre de noyaux, donc, il va diminuer de 2. La quantité restante, elle va devenir égale à N0 sur 2. Donc voici le point obtenu sur la courbe. Si on passe maintenant à une autre période, nous avons le droit de le faire. Donc après 2 périodes radioactives, le nombre de noyaux, donc nous avions tout à l'heure donc une quantité restante qui était égale à N0 sur 2. Après une période, la moitié va disparaître. Combien il va rester? Il va rester N0 sur 4. Ça nous ramène donc à un point qui est quelque part ici. Donc, voici le nouveau point pour 2 Tn demi. Maintenant, pour un instant t qui est égal à 3 temps de demi-vie. Donc, nous avions au départ N0 sur 4. Après une autre période, donc on va avoir la moitié qui va rester. La moitié de N0 sur 4, c'est N0 sur 8. Donc, vous avez alors ici un dernier point qui est là. Et donc, avec cet ensemble de points, connaissant l'expression de n, qui n'est autre que n égale à n0 exponentielle de moins lambda, c'est une fonction qui est décroissante. Donc, c'est une diminution, bien entendu, qui n'est pas en ligne droite, en exponentielle. Et donc, la courbe va être la suivante. Et donc, elle va tendre vers 0 à l'infini. Donc, voici la courbe qui traduit la loi de décroissance radioactive. Donc, vous voyez très bien qu'on peut la tracer point par point, mais à condition que les différents intervalles de temps soient des multiples de demi-vie, soit multiples de périodes. Donc, si c'est multiples de périodes, on peut tracer la courbe point par point. Vous imaginez bien, pour ceux qui veulent le faire, que si on veut tracer la courbe plutôt mathématiquement, il suffit de revenir à l'expression qui est la suivante. Donc, n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Il suffit donc ici de tracer la courbe, vous allez avoir donc cette courbe-là, bien entendu. Une toute petite remarque. Parfois, dans certains exercices, on vous demande non pas, ou bien on vous donne, ce qu'on voulait, on vous demande de tracer la courbe non pas de n en fonction du temps, mais plutôt de ln de n. ln de n.
Donc, alors, si on applique ln à gauche et à droite, on va avoir alors ici ln de n est égal à ln de a fois b. Ln de a fois b, c'est ln de a, plus ln de b. Ça nous fait alors ici ln de n0 plus ln de exponentielle. Et ln de exponentielle de x, ça fait x. Donc, ça nous fait alors ici moins. Donc, on va avoir alors ici plutôt un signe moins. Lambda fois moins lambda fois t. Donc, regardez bien cette équation. Si on pose que ln de n est la fonction, par exemple, y, donc on va avoir y est égal à ln de n0, c'est bien une constante, puisque le nombre de noyaux présents initialement, ce n'est autre qu'une constante. Ça va donner une constante que je vais noter par b. Et là, ça fait alors ici moins lambda fois t. Donc, vous remarquez bien qu'il s'agit de l'équation d'une droite. C'est pour cela que, de préférence, donc, au lieu de tracer la courbe n en fonction du temps, on trace la courbe ln de n en fonction de t. Et on va avoir une droite qui est affine, bien entendu, de pente négatif, puisqu'il y a un moins lambda ici. L'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est le b, bien entendu, mathématiquement. Là, on veut donc la signification physique. L'ordonnée à l'origine, c'est ln de n0. Donc, pour t égale à 0, là, vous avez alors ici ln de n0. Et c'est une droite de pente négative. Donc, voici la courbe obtenue si on trace la courbe ln en fonction du temps. C'est une courbe un peu plus donc intéressante que celle-ci, étant donné qu'on peut profiter de la droite facilement en cherchant soit l'ordonnée à l'origine, soit bien entendu la pente, et la pente là n'est autre que moins lambda, c'est la constante radioactive. Lambda, c'est la constante radioactive. Bien, donc, alors on revient donc à notre loi de décroissance. Alors, pour chaque intervalle de temps correspondant à une demi-vie, le nombre de noyaux est divisé par 2, ça on vient de le dire. Alors, voici la courbe que nous avons donc tracée ensemble, point par point. Donc, soit vous pouvez la tracer point par point, soit vous utilisez la fonction exponentielle, et la fonction exponentielle de moins x, c'est une fonction décroissante. À t tendant vers l'infini, elle tend vers 0, ça va de soi, et elle va partir d'un point qui est assez particulier, c'est le nombre de noyaux présents initialement. Bien entendu, vous pouvez donc, avec cette courbe-là, utiliser un instant qui n'est pas multiple de demi-vie. Vous pouvez vous placer ici, par exemple, à un instant quelconque. Et là, attention, ce n'est pas une droite linéaire, donc il est hors de question d'utiliser les règles de 3. Il faut utiliser, parce que c'est une fonction exponentielle après tout, donc vous utilisez la correspondance soit par l'expression, soit par la courbe. Donc, voici la courbe. Alors ici, définitivement. Alors, vous remarquez bien que plus on avance dans le temps, plus le temps est multiple de demi-vie, plus on divise le nombre de noyaux par 2. Ce qui nous donne, alors, à un instant t correspondant à un multiple quelconque de demi-vie. Donc, on peut alors ici dresser un petit tableau de valeurs, regardez bien. Donc, voici les instants t. Et ça, c'est le nombre de noyaux restants. Donc, à l'instant t égale à 0, donc la quantité restante, c'est n0. Nous sommes à la date t égale à 0. Hein. Après une demi-vie, après une période, t n demi, la quantité de noyaux, c'est la moitié de ce que j'avais au départ. Donc, c'est n0 sur 2. Après 2, ça on l'a fait tout à l'heure, après 2 demi-vie, donc la quantité, c'est n0 sur 4. Et après, alors ici, un nombre de demi-vie qui est égal à petit n, donc après n, t n demi, donc on continue, donc vous remarquez bien que pour 2 demi-vie, c'est n0 sur 4, ou 4 c'est 2 à la puissance 2, donc vous imaginez bien que alors, la quantité restante va être égale à n0 sur 2 à la puissance n, sur 2 à la puissance n. Alors, voici la quantité de noyaux restants après un multiple entier de demi-vie. D'accord? Maintenant, on va passer à autre chose, à savoir l'activité d'une substance radioactive. Donc, lorsqu'on parle d'activité, ça nous revient à l'esprit, le terme activité, ça veut dire actif. Quelque chose qui est actif, ça veut dire que c'est le contraire de passif, bien entendu, c'est quelque chose qui réagit le plus
aisément possible. Donc, une substance, lorsqu'elle réagit, un échantillon qui réagit selon le mode alpha, bêta- ou bêta+, forcément, il possède une certaine activité. Vous imaginez bien que l'activité est la plus grande possible au départ. Donc, au départ, lorsque le nombre de noyaux est assez grand, donc la quantité de noyaux qui va réagir, l'activité de la source, donc, va être la plus grande possible. Ben, justement, donc, j'ai parlé de nombre de noyaux qui vont réagir. Par définition, je donne la définition la plus simple. L'activité d'une substance radioactive est le nombre de désintégrations de radioactivité par seconde. Combien de noyaux vont se désintégrer par seconde? Bien entendu, en moyenne, parce qu'il y a des noyaux qui réagissent pendant des temps qui sont assez courts, donc par seconde, donc la seconde, donc c'est après tout un temps qui est assez grand, donc par rapport aux autres instants. Et là, donc, on parle de nombre moyen. Donc, vous prenez alors ici un échantillon, vous mettez le chronomètre en marche, vous comptez combien de noyaux vont réagir par seconde. Le nombre de noyaux qui va réagir, par exemple, 10, ça nous donne donc une activité qui vaut 10. Donc, c'est le nombre de noyaux qui vont réagir par seconde, en moyenne, bien entendu. Donc, la définition va être la suivante. L'activité A a une date T. Bien sûr, on peut chercher l'activité à tout instant. L'activité A a une date T d'un échantillon contenant n noyaux radioactifs est définie comme étant le nombre de noyaux qui vont se désintégrer par seconde. Donc, par seconde. Je m'explique. Alors, l'activité, je rappelle tout à l'heure que nous avons donc établi la loi de décroissance radioactive à partir de l'expression suivante. Donc, nous avons au départ écrit que dn, vous vous rappelez très bien, hein, moins lambda n fois dt. Alors, ça c'est quoi? C'est la variation du noyau, c'est la diminution du noyau, c'est le nombre de noyaux qui vont réagir pendant dt. Je m'explique, je prends donc dans le temps un exemple. Si mon intervalle de temps, c'est 2 secondes, si je prends un intervalle de temps de 2 secondes, supposons que le nombre de noyaux diminue de 100. Par seconde, ça fait combien de noyaux qui vont réagir? Donc, 100 divisé par 2, ça fait 50. Donc, par seconde, 50 noyaux vont réagir. Donc, je vais alors ici ramener dt de ce côté-là. On va avoir alors ici dn sur dt. Et que représente dn sur dt? C'est le nombre de noyaux qui va partir, c'est l'activité de la source, c'est le nombre de noyaux qui va réagir, qui va se désintégrer par unité de temps. Parce que si je divise 100 par 2, ça nous fait 50 noyaux qui vont réagir par seconde. C'est un exemple tout simplement. Eh bien, tout simplement, cette variation-là n'est autre que l'activité de la substance. Il y a un tout petit problème là, il y a un signe moins, donc porté par le dn. dn est négatif, donc pour avoir donc, une activité qui est positive, donc il faut multiplier donc, le rapport par le signe moins. Donc, alors, à partir de cette expression-là, on va donc dire que l'activité, tout simplement, est égale à quoi? Moins par moins, ça s'en va. Qu'est-ce qui reste? Il reste lambda fois n de t. Rappelez-vous de l'expression de n de t dans le paragraphe précédent. Donc, lambda n de t, c'est n0 exponentielle de moins lambda t. Donc, en fin de compte, l'activité à tout instant, ça c'est l'activité à tout instant, est égale à lambda n0 fois exponentielle de moins lambda t. Si on essaie de se placer à t égale à 0, alors l'activité à t égale à 0, je vais la noter par a de 0 ou bien tout simplement a indice 0. Qu'est-ce que ça va nous donner si on remplace ici? Ça va nous donner donc lambda fois n0 exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler par A0? Donc, on va noter tout simplement l'activité initiale, l'activité donc à l'instant t égale à 0, ce qui nous donne en fin de compte l'activité de la substance à tout moment, c'est lambda n0 qui n'est autre que A0 multiplié par exponentielle de moins lambda t. Voici la loi qui régit l'activité d'une substance radioactive. L'activité, elle aussi, est une fonction qui est décroissante. Elle décroît de quelle façon? Elle décroît en exponentielle. Alors, voici donc, je vous laisse donc regarder donc la démonstration qui nous permet donc d'avoir l'activité. Donc, pour trouver l'activité à tout instant, donc, il suffit de remplacer le temps par sa valeur. Connaissant, bien entendu, la constante radioactive et connaissant l'activité à l'instant t égale à 0, qui n'est autre que lambda fois n0. N'est-ce pas? Oui. Donc, on va essayer donc,
supprimer l'écriture. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. A de t égale à moins dn sur dt. Donc, alors, dans le système international, l'unité de l'activité est le becquerel. Qu'est-ce que c'est que le becquerel? Eh bien, tout simplement, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que s'il y a 50 noyaux qui vont réagir par seconde, ça fait 50 désintégrations par seconde. Ça fait tout simplement 50 becquerels. Donc, le becquerel, c'est le nombre de noyaux qui vont réagir par seconde, par unité de temps dans le système international. Donc, le becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Hein. Donc, alors, en utilisant la relation, on a fait la démonstration, on obtient que A égale lambda n de t, en remplaçant, et ça on l'a fait aussi, donc, en définissant que A0, l'activité initiale, c'est lambda n0, il advient à la suite, alors ici, que l'expression de l'activité à tout instant, elle est égale à A0 exponentielle moins lambda t, soit la loi de décroissance relative à l'activité d'une substance radioactive. Donc, ce sont des expressions qui se ressemblent énormément. C'est là et l'autre concernant le nombre de noyaux présents dans l'échantillon. Alors, donc, il nous reste donc un tout petit paragraphe concernant la datation par le carbone 14. J'imagine que vous avez entendu de ce phénomène-là. Donc, il s'agit d'un mode assez intéressant qui permet de dater les anciens objets, les objets préhistoriques par exemple. C'est une méthode bien entendu qui a ses côtés positifs et ses côtés négatifs, donc il faut que la durée soit assez grande quand même ici pour pouvoir utiliser la datation par le carbone. Donc vous avez un objet préhistorique enseveli dans une caverne ou bien on le trouve donc enseveli sous la glace et qui date de plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles bien entendu. Comment savoir donc la date exacte, l'âge exact de cet échantillon? On fait la datation par le carbone 14. Comment ça? Alors, vous savez très bien que dans notre corps humain, il y a le carbone 14 qui est tout le temps dans notre corps humain, ou bien dans les plantes, ou bien dans les végétaux, ou bien dans les animaux. Il y a toujours le carbone 14 qui est sans cesse renouvelé. Donc, lorsqu'on respire le dioxygène, donc le carbone 14 dans le corps humain est toujours ressuscité. Le carbone 14 est radioactif, bêta-. Sa période radioactive, c'est 5730 années. Allez, on revient un tout petit peu en arrière. Cela veut dire quoi? Que la période, elle est égale. Ça, c'était majuscule que nous avons noté tout à l'heure par T1,5. Hein. Donc, ça, c'est la période 5730 années. Cela veut dire que si vous prenez un chronomètre, vous le mettez en marche maintenant, et vous revenez, bon, façon de parler, hein, après 5730 années, vous allez remarquer que votre échantillon, il va diminuer de la moitié. Donc, si vous aviez au départ 100 milliards de noyaux, après cette durée-là, donc le nombre de noyaux qui va rester, c'est 50 milliards. On est clair là-dessus. Alors, le carbone 14 est créé. Donc, j'ai dit alors tout à l'heure que le carbone 14, tant que nous vivions, tant qu'il est régénéré. Et il va réagir selon le mode bêta-. Mais une fois que la personne, elle meurt, elle cesse de vivre, bien entendu, donc le carbone 14 n'est plus ressuscité. Donc, la quantité qui reste dans le corps humain, donc elle va commencer à disparaître petit à petit. Bon, c'est difficile de disparaître complètement, étant donné que la période, elle est assez grande. C'est 5730 années. Donc, lorsqu'un être humain, ou bien un animal, ou bien un végétal, ou bien un arbre, n'importe quoi, donc lorsqu'il cesse de vivre, donc son activité, elle va commencer à diminuer, ça c'est sûr. Le nombre de noyaux donc, qui vont réagir va diminuer, bien entendu, étant donné que le carbone 14 n'est plus ressuscité. C'est pour cela qu'on l'appelle la méthode de la datation par le carbone 14. Donc, l'isotope C14 est radioactif bêta- avec une demi-vie égale à 5730 années. Le C614 est créé dans l'atmosphère par bombardement de rayons cosmiques. Oui. Il est ensuite absorbé par les plantes sous forme de dioxyde de carbone. Alors, à la mort des plantes, ou bien des êtres vivants et des animaux, l'absorption cesse et le carbone 14 se désintègre. Donc, il continue à se désintégrer, ça c'est sûr, mais il n'est plus régénéré. L'activité est renseigne sur la date de la mort de l'organisme. Donc, on trouve un objet préhistorique. Donc, il suffit de chercher son activité, vous allez voir comment, pour pouvoir donc dater cet objet. Ainsi, supposons que 100 grammes de carbone d'un arbre, donc
ont une activité de 1600 désintégrations par minute. Bon, on peut appliquer on peut utiliser l'unité pour l'activité, bien sûr dans le système international qui est le becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde, mais on peut toutefois utiliser donc n'importe quelle autre unité à condition de le préciser, bien sûr. Il faut toujours préciser les unités, même si c'est dans le système international. Donc on a dit alors ici que par minute, le carbone qui se trouve dans l'arbre donc subit 1600 désintégrations par minute, en moyenne. En moyenne. Alors, si alors un échantillon ancien de même masse, il faut utiliser, donc pour chercher donc l'activité d'un objet préhistorique, donc il faut utiliser un objet de même masse. Vous trouvez par exemple un objet préhistorique, vous connaissez la masse de cet objet-là, par exemple c'est 100 grammes, allez on va dire 100 grammes, vous allez alors prendre le même type d'objet qui est fraîchement recueilli à partir d'un arbre. Donc vous avez un objet, vous reconnaissez le type d'arbre, le type de bois qui constitue donc votre objet préhistorique, vous prenez la même quantité, la même masse de ce morceau de bois, mais fraîchement coupé. Vous comptez l'activité donc au début pour le bois fraîchement coupé, vous comptez l'activité, il y a des appareils qui mesurent l'activité, d'accord? Et donc, on peut par la suite facilement donc, déterminer donc, la date de l'objet. Je m'explique. Donc, nous avons ici, donc, supposons que dans 100 grammes de carbone d'un arbre, il y a une activité qui vaut 1600 désintégrations par minute. Si alors, sur un échantillon ancien de même masse, on ne mesure plus que 800 désintégrations par minute, je remarque ici que 800, ce n'est autre que la moitié. Donc, si l'activité diminue de moitié, donc forcément le temps qui découle, ce n'est autre qu'une demi-vie. Donc on peut conclure que l'échantillon est âgé d'une demi-vie ou bien d'une période, puisque l'activité a diminué de la moitié. Alors cette méthode permet d'évaluer l'âge des ossements humains ou des animaux vieux de 1000 à 25 000 années. Il ne faut pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre, sinon la méthode devient assez approximative. D'accord? Donc, sur ce, donc, on va arrêter à ce stade-là. Donc, il reste donc les applications. On essaiera donc de les faire la séance prochaine. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci.